Là, c'est modèle contre modèle. Tout est fait pour que cette élection ne soit pas une élection importante, parce que dès qu'il y a de l'abstention, ça profite finalement à ceux qui ont l'habitude de voter, qui sont plutôt les plus vieux. J'ai 45 ans bientôt. Je n'ai vu que l'instauration année après année de la loi du marché. J'ai vu des traités qui n'autorisaient que 0,5 de déficit aux administrations publiques en Europe. J'ai vu l'austérité en Grèce, qui a été appliquée très fortement. Tout ça, je l'ai vu dans des chiffres sur plusieurs années. Il y a beaucoup de gens, moi de ma génération, même qui pensent qu'ils n'auront jamais de retraite. Vous dites à un moment, on aimerait bien que les choses changent. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, analyser et décrypter avec tous ces discours qui gravitent autour de nous, où parfois on peut s'y perdre. J'ai pour habitude de dire que notre meilleure arme démocratique, c'est connaître et comprendre. Au programme aujourd'hui, c'est quoi être riche, avec le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités, puis un détour politique avec le premier tour des élections législatives dimanche. C'est quoi être riche? Le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités nous aide à y voir un peu plus clair. Au-delà de la curiosité, se rendre compte du niveau de richesse des Français permet d'en dire beaucoup sur ce qui se passe dans notre société. On y va, je vais vous donner quelques chiffres issus de ce rapport. Le seuil de richesse est établi à 2 fois le salaire médian après impôt, soit 3 673 € par mois pour une personne seule. C'est 7% de la population française, soit 4,5 millions de personnes. Dans cette catégorie, 1% de la population vit avec plus de 7 180 € par mois après impôt. Au niveau du patrimoine, 4,5 millions de personnes possèdent 450 000 €, le triple du patrimoine médian. Les plus riches ont vu leur nombre diminuer, mais les 10% les plus riches ont continué à s'enrichir depuis les années 2000, 9 100 € une fois l'inflation déduite, contre 3 300 € pour les classes moyennes. Cela s'est tout de même ralenti depuis 10 ans. Au niveau des 1%, par contre, c'est très net. Le rapport tire aussi leur portrait. On va décrypter tout ça avec Thomas. Qu'est-ce que l'étude nous révèle de la répartition des revenus en France? Cette étude ne parle déjà que du revenu, c'est important. D'accord, on ne prend pas en compte le patrimoine. Et sur le revenu, tu l'as rappelé, on voit bien qu'à un peu plus de 3 700 €, on fait partie des 7% les plus riches. C'est-à-dire qu'on est plus riche que 93% de la population. Donc c'est très loin de ce que l'on peut voir à la télévision, quand on nous parle des hauts salaires, des revenus, parce qu'on nous montre que ça. Quand vous regardez Capital tous les week-ends, on vous montre que des gens qui gagnent des millions, qui ont fait de l'argent. En réalité, les revenus, vous gagnez 3 700 €, vous faites partie des 7% les plus riches. Vous gagnez 4 000 € par mois, vous faites partie des 5% les plus riches en revenus. Et vous gagnez moins de 1 500 €, vous faites partie des 50% de la population qui sont en dessous du revenu médian, parmi les plus pauvres. Donc on se rend compte que finalement, la richesse ne dépend pas en fait que du revenu. Justement, qu'est-ce que tu penses de ce seuil de richesse établi à 3 700 € par mois? Alors, c'est très bien d'établir des seuils. C'est vrai qu'avec 3 700 € par mois, on vit bien. Puis quand vous êtes un couple, vous multipliez par 2, vous vivez très bien. Si vous gagnez plus de 7 000 € à 2, un couple, parce qu'on parle d'un revenu net, vous gagnez très bien. Vous pouvez louer un appartement à plus de 2 000 € dans Paris, vous avez un 60 mètres carrés. Vous pouvez partir en vacances, vous pouvez aller au restaurant, vous ne pensez pas en fait à vos dépenses courantes. Vous n'avez pas la vie d'un milliardaire, mais vous ne pensez pas à vos dépenses courantes, donc vous avez une belle vie. Après, de là à vous appeler riche, le problème c'est que quand vous voyez ces t-shirts « taxons les riches », il faut vraiment définir ce que c'est un riche. Moi, ce que j'appelle un riche, ce sont les très très hauts revenus, les très très hauts patrimoines. Parce que le problème, quand vous avez fait par exemple 5 ans d'études, que vous êtes à un cadre, vous avez une bonne carrière, vous allez gagner 3 500, 3 700 €. Et bien après, vous allez voter ou vous définir, si on vous définit comme un riche, vous allez plutôt vous ranger du côté des milliardaires, des millionnaires, alors vous en êtes loin, si vous n'avez pas de patrimoine, très très loin, plutôt que de vous ranger des cadres déclassés ou des employés, des ouvriers. Or en réalité, parfois à 3 000 € par mois, vous êtes en phase de déclassement, pas aussi violemment qu'un ouvrier et qu'un employé, mais vous êtes en phase de déclassement avec la hausse des prix de l'immobilier, avec l'inflation qui vous touche moins, mais quand même qui vous touche. Et donc le principal est que ces personnes-là se rangent du côté de la population globale, parce qu'ils subissent les mêmes effets. Ils subissent l'austérité budgétaire. Quand ils vont dans un hôpital, ils voient bien que c'est la catastrophe. Quand ils mettent leurs enfants à la crèche, ils voient bien qu'il y a des problèmes. Ils subissent également finalement la logique de la financiarisation, parce qu'ils sont dans des grandes boîtes où il y a une pression actionnariale, où on leur dit d'être beaucoup plus performants, et ils ont ce qu'on appelle en fait plutôt un syndrome chez les cadres, mais le burn-out, etc. Et ils subissent aussi la mondialisation, où on les met de plus en plus en concurrence, avec parfois des ingénieurs indiens, roumains, etc. Donc ils vivent ce que vivent les ouvriers et les employés de manière beaucoup moins violente, parce que les ouvriers et les employés, c'est des licenciements, c'est des fermetures d'usines, c'est des salaires beaucoup plus faibles, c'est une vie beaucoup plus dure, je ne la compare pas. Mais ils vivent la même chose à un différent niveau. Et donc il faut faire en sorte que ces gens-là s'intègrent plutôt
leur expliquer qu'ils ressemblent en réalité plus à ceux qui vont gagner 2000, 2500 qu'à Bernard Arnault ou à des milliardaires. Donc dénoncer comme ça en disant là vous êtes riche à partir de 3700 euros, sans prendre en compte d'autres indicateurs, c'est un peu réducteur et je pense que ça n'aide pas le combat global. Quand on dit taxons les riches, on sait de qui est-ce qu'on veut taxer. On veut taxer les 1%. Je trouve que cette séparation 1%, 99% était très intelligente. Parce qu'en réalité, 99% de la population, elle subit à différents niveaux. Certains de manière violente, d'autres non. Mais les 1%, eux, ont un patrimoine vraiment énorme, énorme. Et c'est eux qu'il faut aller chercher et taxer. Justement, qui on peut qualifier de riche en France selon toi? Le revenu, c'est un indicateur. C'est vrai qu'il y a des très hauts revenus. Les joueurs de foot, les traders, certains revenus sont très élevés. Quand vous avez des revenus à 20, 30 000, parfois, vous voyez, euros par mois, là, c'est clair qu'il faut un mécanisme de taxation. Mais on est loin. Vous voyez, on est plus sur les 0,01% ou les 0,1% ou les 0,5% que les 5, 7% qui, eux, ont des très bons salaires, encore, je le répète, mais qui peuvent être des gens qui accèdent à ces niveaux de salaire par les études, même si c'est assez rare, ou qui sont des enfants de profs ou des enfants de cadres et qui s'auto-reproduisent de cette façon-là, mais sans avoir un patrimoine gigantesque, et qui se rangent idéologiquement en votant Macron du côté des 1% à qui on a fait les plus gros cadeaux. Il faut regarder le patrimoine. Le patrimoine, c'est très simple. En France, il y a 10 000 milliards d'euros de patrimoine, privé et public, c'est-à-dire les bâtiments, ce qu'il y a dans les comptes en banque, tout. Sur ce patrimoine, les 50% de la population les plus pauvres, ils détiennent 5% de ce patrimoine. Donc 50% de la population n'a que 5% de ce patrimoine. Les 10% les plus riches, ils ont 60% de ce patrimoine. Vous voyez? Les 1% les plus riches, qui sont quelques centaines de milliers de ménages, eux, ils détiennent 25% du patrimoine. C'est-à-dire 25% de tout ce qu'il y a en immobilier et tout ce qu'il y a sur les comptes en banque. Donc vous voyez, là, on a vraiment, il y a quelque chose à faire. Les 50% les plus pauvres n'ont que 5%, les 1% ont 25%. C'est-à-dire 25%, c'est-à-dire qu'ils ont 2500 milliards qui se partagent. Et là, on leur a donné 5 milliards de baisse de fiscalité avec la réforme de l'IS. C'est quand même hallucinant. Vous voyez? Donc ceux-là, s'ils passent de 2500 à 1500 milliards, est-ce qu'ils vont voir la différence? Alors, dit comme ça, ils vont crier, mais est-ce qu'ils vont voir la différence sur leur qualité de vie? Non. Par contre, les 50% les plus pauvres, tu augmentes leur part de patrimoine, je sais pas moi, de 5 à 15, il y a une différence majeure pour ces gens. Et donc, en réalité, la richesse, elle se définit beaucoup aujourd'hui par le patrimoine. En fait, aujourd'hui, il vaut mieux bien être que bien travailler. En réalité, c'est ça. Donc, l'étude sur le revenu, elle est importante pour voir la répartition des revenus, avoir une photographie de la France quand les gens disent oui. Parce que tu as plein de gens qui se rangent parfois naturellement avec la télévision, avec ce qu'on leur met dans le crâne depuis tout petit, avec les influenceuses qui gagnent des millions d'euros en mettant un produit. Enfin, tout ça, ils ont des grilles de salaire, et moi je le vois même quand j'en parle à mes étudiants, à tout le monde, quand ils ont des grilles de salaire complètement décalées. Et en fait, il y a cette espèce de rêve un jour d'arriver à un type de salaire comme ça qui fait qu'on ne remet pas en cause le système. En disant oui, on est jaloux en France, etc. Moi j'ai un exemple, un jour je parlais à un chauffeur Uber, et le mec il avait quitté son boulot en mairie, c'était un très jeune, il avait 25 ans, il avait quitté son boulot en mairie, il était chauffeur, et alors il me dit oui, ça m'énervait, je comprends, il me dit, ça m'embêtait, je voulais être mon propre patron. Et là il me cite une phrase de Booba, il me dit tu sais moi j'ai envie de partir en vacances quand bon me semble. Tu vois, j'ai pas envie de partir juste en juillet, en août et tout. Je dis ah oui, t'as raison, oui c'est vrai, quand t'es auto-entrepreneur, tu pars quand tu veux. Et je lui dis t'es parti où en vacances? Il me dit, je ne suis pas parti en vacances. Et donc là, on a typiquement tous les affects du capitalisme. C'est-à-dire, même quand j'avais parlé, moi, quand j'étais étudiant, je faisais mon Erasmus à Budapest, il y avait beaucoup de gens qui sortaient du communisme de type soviétique, qui n'a rien de sympathique, hein, et qui passaient maintenant à la société de marché. Et un jour, il y a un élève qui m'a dit, tu sais, avant, on n'avait rien. Il m'a dit ça. Avant, on n'avait rien, c'était horrible. Maintenant, il y a tout, mais on ne va pas se le payer. Bah, c'est à peu près ça les affects du capitalisme. C'est-à-dire que tu te dis « Ah, mais peut-être que moi, je pourrais un jour, via un espèce de récit qui te dit que tu commences auto-entrepreneur et tu finiras Steve Jobs si tu as bien travaillé, tu vois, qui est un récit parfaitement faux, et ben, des gens, parfois ce chauffeur Uber, va se dire bah, « Moi, je préfère, à 3700, on n'est pas riche, il ne faut surtout pas taxer les riches, c'est génial. » Alors que lui a une pression fiscale bien plus élevée que le mec qui a la plateforme Uber et que Uber lui-même. Mais pourtant, il va valider ce système. Donc c'est important que dans la tête des gens, on sache bien qui est riche, quels indicateurs il faut prendre en compte pour être riche. Et à partir de ce moment-là où on sait ça, on voit que c'est une infime minorité. Et effectivement, il faut que cette minorité, elle contribue comme elle a contribué à l'après-guerre, ce qui a permis de créer une classe moyenne et des services publics en France. Or, aujourd'hui, cette minorité, elle fait sécession. Il y a des mécanismes d'optimisation fiscale. Et puis parce que voilà, il y a le récit qu'elle a réussi à mettre dans la tête des gens qui valide ce récit comme quoi toute réussite est individuelle et que finalement, comme tu as bien travaillé et que tu as réussi, pourquoi tu devrais contribuer aux autres? Ben non, puisque tu as réussi et que tu as bien travaillé. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc c'est bien de tout redéfinir.
Vous nous dites que les proches d'Emmanuel Macron s'inquiètent de l'issue de ce scrutin qui ne passionne pas les foules. C'est une formule un peu galvaudée qui témoigne pourtant d'une réelle inquiétude en Macronie. Une élection n'est jamais gagnée d'avance, avertit un proche d'Emmanuel Macron. Et pour cause, les sondages donnent au camp du président une majorité à l'Assemblée nationale moins large qu'en 2017. Personne ne connaît nos candidats. Ils vont bien à la kermesse ou à la pêche à la truite de temps en temps, mais c'est tout, enrage un soutien. Les accusations de viol contre Damien Abad ou le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France n'ont rien arrangé, empêchant toute dynamique post-présidentielle. Parce que c'est pas la traduction aussi de votre inquiétude de ne pas décrocher la majorité dans 2 semaines à l'Assemblée nationale. Moi, je fébrilité, parce que je suis ni fébrile ni inquiète. Je suis inquiète. Vous pensez que vous aurez la majorité? Vous êtes sûr de ça? Je suis pas sûre par définition, mais je suis combative et j'entends ce que les Français me disent. Ce qui me fait peur, c'est pas la personne de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la personne de Marine Le Pen, c'est les idées qu'ils ont pour la France. Leur projet, c'est la peur et la division. Ils surfent sur les peurs et les divisions. Ils ne veulent pas réunir les Français. J-5 avant le premier tour des élections législatives, à part la cohabitation Jospin-Chirac et surtout depuis l'instauration du quinquennat, ça a toujours été le parti présidentiel qui remporte cette élection pour constituer le Parlement. Au lendemain des élections présidentielles d'avril dernier, LREM était convaincu que les choses suivraient son cours. Cependant, Le Monde révèle aujourd'hui que l'inquiétude monte et que la victoire de l'Union des gauches, la NUPS, forte dans les sondages, est à redouter, je cite. Pour l'instant, dans les intentions de vote, la majorité présidentielle, 28%, et la NUPS, 27%, se trouvent au coude à coude devant le Rassemblement national, 21%, selon un sondage Ipsos Soprasteria pour Le Monde du 23 mai. Mais le verdict des urnes reste très difficile à anticiper car la répartition des sièges au niveau national dépend de 577 élections locales, avec des équations très différentes selon les circonscriptions, de quoi rendre l'élection illisible et placer les candidats pro-Macron dans le brouillard selon leur propre aveu. Côté vote des Français à l'étranger, le premier tour a eu lieu ce dimanche et dans 9 circonscriptions sur 11, ce sera le duel LREM-NUPS au second tour. Thomas, pourquoi ces élections sont importantes? Est-ce que tu penses qu'il est essentiel d'aller voter dimanche? Oui, il faut aller voter. Là, en fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop à quoi servent ces élections. C'est pour ça qu'il y a toujours des forts taux d'abstention. Et ces taux d'abstention profitent toujours à celui qui a gagné l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont été placées, je pense, juste après l'élection présidentielle. Mais là, il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire que, Macron a su profiter très habilement de la crise sanitaire et de la crise ukrainienne pour ne pas avoir à faire campagne et à parler de son bilan. Alors, il a sorti 2-3 mesures dont il était fier en fonction des médias où il était interrogé, parce qu'il a fait aussi une grosse sélection des médias dans lesquels il voulait aller. Il n'a pas fait tous les médias, il n'a pas voulu faire les débats. C'est un vrai stratège, puisqu'il avait quand même réussi déjà son coup en 2017 et il réussit son coup à nouveau là. Et les gens avaient besoin, il avait très bien compris que les gens avaient besoin de stabilité, que dans un monde instable, des grands changements, mise en cause des traités européens, investissements publics majeurs, pouvaient, à une certaine classe, leur faire peur. Donc il a joué là-dessus, il a gagné son pari. Mais quand on regarde quand même ce qui s'est passé à l'élection présidentielle, il faut le rappeler, il y a quand même 2/3 des Français qui ont exprimé finalement un désaccord avec sa politique économique. Certains pour différentes raisons. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font un peu manipuler. Mais enfin, en tous les cas, sur la question de la remise en cause du système économique, du fait qu'en fait, le système ne fonctionne pas pour eux, mais pour d'autres, on est, je pense, à 2/3. Donc là, ce qui est très important, c'est de comprendre que s'il y a une validation de la majorité présidentielle comme c'était la dernière fois, c'est le passage du programme d'Emmanuel Macron, comme il a été très simple la dernière fois. Il y a eu 2-3 fois des recours aux ordonnances pour les lois travail, mais tout est passé très facilement. Et donc là, vous allez avoir la réforme des retraites. Alors quand on est jeune, on se dit « Oh, la réforme des retraites », mais c'est tout un système derrière qu'il y a, il faut bien comprendre. C'est la casse du service public. Les retraites, c'est le premier poste des dépenses, dans dépenses sociales. Donc là, quand tu es jeune, tu te dis, la retraite, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé, je dois cotiser quand je suis un auto-entrepreneur, je dois cotiser quand je suis avocat. Tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, parce qu'il y a tellement eu de réformes. Il y a beaucoup de gens, moi de ma génération, même qui pensent qu'ils n'auront jamais de retraite. Donc il y a beaucoup de gens qui disent ça c'est pas important, mais c'est très important parce que c'est pour moi l'écroulement pour moi après de tout le reste du modèle social. Les retraites c'est la chose la plus dure, la chose la plus difficile à réformer. On se souvient, Juppé s'était pris les pieds dans le tapis quand il avait voulu faire la réforme des retraites. C'est la chose la plus dure à réformer. Or là Macron il va y aller là-dessus. C'est le premier poste de dépense sociale. Puis après ça va être l'assurance chômage, j'ai déjà fait. Ça va être toutes les aides sociales, à mon avis. Et puis, ça va être l'austérité budgétaire qui doit imposer. Et là, je veux dire, à l'économie, on l'a dit la semaine dernière, il y a Bruno Le Maire, il veut réduire les dépenses publiques. Donc, ça va être très difficile. Ça va être très, très difficile. Dans un contexte où on s'est rendu compte que le service public nous avait sauvés pendant cette crise. Donc là, il faut vraiment aller voter pour exprimer sa voix, parce que là-dessus, c'est comme un troisième tour. Il a raison de dire ça, Jean-Luc Mélenchon. C'est comme un troisième tour. C'est un peu aujourd'hui, grosso modo, le programme économique que vous allez vraiment choisir. Il y a eu un président qui s'est fait élire.
Est-ce que vous voulez que le président applique son programme? Et on sait que ça va être un programme d'austérité budgétaire et difficile. Ou est-ce que vous voulez que le président soit minimisé dans son rôle et que vous ayez une autre assemblée qui applique un autre programme? Donc le vote, là, il faut vraiment se déplacer pour aller voter. Et en fait, tout est fait pour que cette élection ne soit pas une élection importante, parce que dès qu'il y a de l'abstention, ça profite finalement à ceux qui ont l'habitude de voter, qui sont plutôt les plus vieux, et qui votent majoritairement pour Emmanuel Macron. Donc tout est fait pour que cette élection ne soit pas une élection à enjeu, alors que les enjeux sont majeurs. Pour comprendre le fonctionnement, à quoi sert ou servirait une opposition à l'Assemblée? Moi, j'ai 45 ans bientôt. Je crois que je n'ai jamais vécu une politique de gauche. Alors, il y a eu les 35 heures, entre 97 et 2001. Voilà, il y a eu quand même ça. Mais sinon, j'ai jamais vécu, je n'ai vu que la dégradation année après année dans mes travaux, des services publics. Je n'ai vu que l'instauration année après année de la loi du marché. Quand je manifestais contre le non à la Constitution, à l'époque, il y avait des gens très gentils, très bien pensants, qui sont pour l'amour des peuples, qui me disaient « Ah, mais t'es contre l'Europe, t'es contre… » Alors que ça n'avait absolument rien à voir. J'étais contre l'Europe libérale qu'on nous présentait. Et à l'époque, on pouvait discuter d'une Europe sociale. C'était il y a plus de 15 ans, c'était il y a 17 ans. Et les autres, dès que tu commençais à émettre la moindre critique, t'étais un méchant, alors que eux, c'était les grands gentils. Parce que dans la tête des gens, encore, pour beaucoup de gens, l'Europe, c'est un truc sympa. Non, l'Europe, c'est un marché avec une concurrence sociale et fiscale qui fait qu'on a plusieurs paradis fiscaux au sein de cette Europe et que Apple peut payer 0,05% d'impôts en Europe et que tout le monde est content. Si ça, c'est sympa. Donc j'ai vu ça passer. J'ai vu des traités à partir de 2011 qui n'autorisaient que 0,5 de déficit aux administrations publiques en Europe. J'ai vu l'austérité en Grèce qui a été appliquée très fortement. Tout ça, je l'ai vu dans des chiffres sur plusieurs années. Et quand vous constatez chaque année comme ça ces chiffres, puis vous avez tous les rapports, puis vous avez toutes les enquêtes journalistiques qui vont dans ce sens-là, parce que maintenant on sait ce qui se passe, Ben, vous dites à un moment, on aimerait bien que les choses changent. On aimerait bien cet élan qu'il y a eu un moment avec Syriza en Grèce, même si ça a mal fini, on espère que ça finira pas comme ça. Et donc pour ça, je pense qu'il faut, il faut y aller. Là, c'est modèle contre modèle, vraiment, on est là-dessus, modèle contre modèle économique. Et je pense que c'est important de faire exprimer sa voix. Quoi qu'on pense, si vous pensez que l'avenir, c'est l'ubérisation de l'économie, la Startup Nation, les économies sur l'hôpital, sur l'éducation, etc., Parcoursup et j'en passe. Si vous pensez que c'est ça qui est bien, mais c'est bien, allez voter. Mais si vous pensez que c'est pas bien ça, déplacez-vous aussi et allez voter. Le problème, c'est que souvent, ceux qui subissent les effets, et on l'a vu pendant très longtemps dans les quartiers populaires, n'allaient pas voter. Et les taux d'abstention étaient records parce qu'ils ne croyaient plus en la politique. Et moi, je dis, vaut mieux voter quelque chose contre, même si on n'y croit pas à 100%, que de s'abstenir. Parce que l'abstention fait le jeu toujours des mêmes et fait que votre vie, ce sera la même, mais en pire d'année après année. Donc il faut aller se déplacer, aller voter, il faut lire les programmes, aller voter avec sa conviction, parce qu'il y a des enjeux majeurs qui vont se jouer à l'Assemblée dans les 5 prochaines années. Merci beaucoup d'avoir suivi cet Instant Porcher. Et si le média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre. Pour tous vos commentaires et pouces en l'air sous la vidéo, spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.